Le marché des cryptos est basé sur des mensonges. Les gens qui croient à ces mensonges voient leur capital se faire dévorer par ceux qui les perpétuent. J'ai passé 10 ans en crypto et je peux te dire que je me suis fait avoir par pas mal des mensonges dont je vais parler. J'ai dû prendre du recul, j'ai dû les analyser. Ça fait toujours du mal de se dire qu'on s'est fait avoir, mais c'est un passage un peu obligatoire d'analyser ces mensonges, de les découper, de voir le vrai du faux, et juste en fait de se rapprocher de la réalité. Ça a pris énormément de temps, pas parce que c'est quelque chose de très dur, mais juste le temps d'identifier le mensonge, de le décortiquer, de l'analyser et de trouver où se trouve la réalité. Ça prend du temps. Rien que identifier un mensonge qu'on croit, ça peut prendre du temps. Donc aujourd'hui, je suis très content d'avoir su me remettre en question. Et en fait, grâce à ce travail d'analyse que j'ai fait, j'estime avoir un léger coup d'avance sur le marché. En tout cas, à plusieurs reprises, j'ai su identifier des opportunités, j'ai su capitaliser dessus et je sais que je comprends beaucoup mieux le marché aujourd'hui. Je m'appelle le plombier de la finance, je suis dans les cryptos depuis 10 ans et ma spécialité c'est le market making, mais j'ai aussi fait beaucoup de spéculation et je pense que c'est là où les gens se trompent principalement. Et du coup, j'aimerais vous parler des 7 mensonges que j'observe aujourd'hui et que j'ai vu évoluer après 10 ans d'expérience en crypto. Le premier mensonge, c'est le mensonge du buy and hold. C'était autrefois la stratégie principale. Tu achetais une crypto au hasard, t'attendais qu'elle monte, qu'elle explose. Et à l'époque, la plupart des cryptos faisaient au moins, franchement, minimum x5. Et je dirais, si t'étais pas trop bête, tu pouvais facilement toucher un x10, voire un x20. Et si vraiment tu touchais le jackpot, bon là c'était x100, x1000. Mais voilà, aujourd'hui le marché il a tellement évolué que ça n'existe plus. Et si tu crois encore au buy and hold, je pense que tu te fourvoies. Certains diront que c'est encore d'actualité sur le Bitcoin. Et franchement, je suis un peu dubitatif parce que depuis le début sur le Bitcoin, on a toujours eu des performances annuelles à deux chiffres, que ce soit positif ou négatif. Si le Bitcoin il faisait une année négative, il faisait genre moins 50, moins 70%. Et s'il faisait une année positive, il faisait entre plus 50, plus 100%, plus 200%. Et en 2025, on a eu une performance à moins 6%. Et je pense que c'est assez notable parce que c'est cette année que Wall Street s'est bien installé et je pense que ça a changé quelques dynamiques. C'est pour ça que cette stratégie est très majoritairement perdante sur les alts. Et je pense que sur Bitcoin, c'est plus aussi intéressant qu'avant. Voilà. Je peux me tromper, mais quand je vois les stratégies alternatives qui sont possibles et les performances associées, je pense que je préfère les autres stratégies. Ensuite, le mensonge numéro 2. Ça, c'est un mensonge qui est beaucoup plus présent aujourd'hui, qui est beaucoup plus dans la méta actuelle, mais en fait, je trouve, enfin, je le comprends pas du tout. C'est les buybacks et les burns, c'est-à-dire tous ces projets qui vont prendre leurs profits, les profits de leur entreprise, et qui vont racheter leurs tokens. Et je pense que les graphiques parlent plus que n'importe quel mot. Donc ça, je pense que cette narrative, elle a commencé avec le merge sur Ethereum. Et on peut voir, donc ça c'est la date du merge. Le merge a été présenté comme le triple halving. On sait tous que le halving sur Bitcoin est annonciateur d'une forte hausse après la date du halving. Et donc le merge c'était censé être le triple halving, le truc qui allait faire qui allait déclencher le flippening. Au final, on se rend compte que ça n'a rien changé quoi. Les mineurs recevaient des ETH à partir des block rewards, et on a réduit de 98% les block rewards. Et donc la narrative, c'était toute cette pression vendeuse. Les mineurs sont obligés de vendre les block rewards parce qu'ils dépendent de l'électricité, donc ils ont des frais, donc ils doivent rentrer dans leurs frais, donc ils sont obligés de vendre. Et vu qu'on retire, on retire cette émission, on va retirer avec la pression vendeuse et on va aller to the moon. Il se trouve que je pense que ça a été la première fois que ce mensonge a vraiment pris de l'ampleur et on peut voir aujourd'hui que c'est complètement faux, mais c'est même pas le seul exemple. Deuxième exemple, je pense avec Pump Fun, qui est parmi les plus gros buybacks du marché, donc ils rachètent leurs tokens
quotidiennement avec 100% de leur profit et ils font, je pense, entre 1 et 3 millions de profits par jour. On peut voir. Bon, là, non, on peut pas. Ouais, ça fait 10 000 sols. Donc ça fait à peu près, voilà, ouais, 1,5 million par jour, 1,2, 1,3 million par jour. On peut voir, il y a eu un moment de hype en vert, et ensuite une grosse descente. Et dans ces deux périodes, les buybacks c'était exactement pareil. On peut voir que ça n'a pas empêché le token de faire un moins 80%, malgré que les buybacks ont été constants sur toute cette période, à peu près. C'est même pas le seul exemple, et je pense que là ça va terminer cette narrative, qui est pour moi juste, elle est très positive dans les marchés haussiers, et en fait elle a aucun impact dans les marchés baissiers, mais c'est hyper liquide. Hyper liquide du coup, on peut voir, c'est la startup qui a fait le plus de buyback je pense, et au final en fait il reste juste corrélé au marché, c'est-à-dire que si Bitcoin descend, et il va descendre aussi, il va peut-être surperformer dans les phases haussières, mais il va aussi sous-performer dans les phases baissières, et en fait il est juste corrélé au marché comme n'importe quel autre actif. C'est juste un très bon argument en phase haussière qu'il y ait des gros buybacks, c'est tout. Ce que j'en conclus, c'est que les buybacks, c'est juste une narrative, ça n'a pas réellement d'impact. Et voilà, c'est juste une narrative. Troisième mensonge, et là je vais pas me faire des amis, je pense que Bitcoin n'est plus souverain. Pour moi, Wall Street a corrompu le Bitcoin. J'ai absolument aucune confiance en eux. Et en fait, depuis qu'ils ont retourné leur veste et qu'ils se sont mis à adopter Bitcoin, à pousser Bitcoin au niveau gouvernemental, euh, je n'ai plus aucune confiance, premièrement, en eux. Et ma confiance en Bitcoin, bien que ce soit un excellent protocole, ma confiance a baissé. Je sais que BlackRock a accumulé énormément de positions, énormément d'actions dans dans plusieurs entreprises de minage. Ils ont aussi lancé leurs ETF, c'est-à-dire qu'ils détiennent beaucoup de BTC. Et ça veut dire du coup une force supplémentaire si jamais un jour il y a un fork. Ils peuvent utiliser bah, tout leur pouvoir, que ce soit dans des fermes de minage pour soutenir un fork plutôt qu'un autre. Ils peuvent utiliser comme argument le nombre de bitcoins qu'ils ont et sur quelle chaîne il y aura de l'activité. Parce que les mineurs, on va pas être naïfs, mais ils sont drivés par le profit. C'est-à-dire que si demain, il n'y a plus de profit à faire sur le mining de bitcoin, ces entreprises vont fermer, et il y en a plein qui ont déjà fermé. Bref, il faut qu'il y ait de la valeur qui bouge sur Bitcoin pour qu'il y ait des mineurs. Et BlackRock a un fort pouvoir de décision euh, sur où va la valeur. En plus de ça, il y a plusieurs problèmes qui sont liés à Bitcoin. Il y a un problème avec le budget de sécurité qui descend à chaque halving. Il y a aussi le fait que il y a aussi les ordinateurs quantiques qui vont forcer le protocole Bitcoin à faire un fork un jour ou l'autre. Il y a Saylor qui détient énormément de Bitcoin. Alors on va dire oui, Saylor il soutiendra toujours le bon Bitcoin, le vrai Bitcoin. Ok, mais s'il arrive un truc à Saylor, on ne sait pas quelle décision il va prendre. Bref, en fait, il y a aujourd'hui un petit groupe d'acteurs centralisés qui ont un fort pouvoir de décision. Et pour moi, Bitcoin est beaucoup moins souverain qu'il n'était à l'époque. Le mensonge numéro 4, je pense qu'on s'est tous fait avoir par celui-ci, c'est ma crypto est surévaluée ou sous-évaluée. Ça, c'est un mensonge qu'on se dit à nous-mêmes. Je me suis fait avoir plein de fois sur celui-là, bien sûr. Euh, et la vérité, c'est que, en tout cas, je vais parler de moi, j'avais aucun modèle de valorisation, c'est-à-dire que je ne savais pas comment valoriser mes projets. Et donc, ce que je faisais, c'est que je raisonnais en comparaison. C'est-à-dire que j'allais prendre les compétiteurs dans le même domaine et j'allais comparer le mien. Est-ce que le produit est mieux? Est-ce que la valorisation est plus haute ou plus basse? Et en fonction, je disais qu'il était surévalué, sous-évalué. Sauf que ça marche pas comme ça. Si on veut valoriser un équipe, il faut des modèles de valorisation bien précis. Et typiquement, c'est pas le genre de connaissances qu'on a de manière innée. Et du coup, on est beaucoup dans le flou. Il y a un exemple frappant de ça, c'est le crash du 10 octobre. Le crash du 10 octobre nous a montré que la plupart des projets étaient surévalués, que la liquidité ne permettait pas de valoriser,
de valoriser ses actifs aussi haut. Et en fait, dès que la liquidité, dès qu'on a eu des problèmes de liquidité, les valorisations ont été revues à la baisse et il se trouve que tout le marché était survalorisé. Je pense que c'est une des raisons qui fait qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui, c'est que beaucoup de projets, beaucoup trop de projets étaient survalorisés et aujourd'hui on en paye les conséquences. Ensuite, le manchon numéro 5, on ne le voit pas forcément, mais c'est quelque chose qui est présent dans l'esprit de beaucoup de monde. Et en fait, beaucoup de monde pense que la DeFi est un truc de boomer, que les yields sont assez bas, que en fait ça vaut pas forcément le coup de faire de la DeFi. Encore 10-20%, c'est pas mal, mais la plupart des yields sont plutôt autour de entre 5 et 10%. Enfin, la plupart des yields visibles, mais il y a plein de yields, il y a plein de stratégies qui ont des yields bien supérieurs à ça. Mais en fait, c'est pas des yields que tu vas voir affichés sur des sites. Il faut faire des stratégies qui sont un peu plus complexes, un peu plus sophistiquées, qui sont pas accessibles en un clic. Mais sur la DeFi, tu as des stratégies qui vont à plus de 100% APR. Et en vrai, moi j'en trouve de temps en temps. Les dernières semaines, j'ai trouvé des APR à plus de 1000%, avec des risques qui sont pas si énormes. C'est-à-dire que le risque-rendement reste quand même intéressant de mon point de vue en tout cas. Le mensonge numéro 6, c'est un mensonge qui a été perpétué pendant très longtemps, surtout vers 2020-2021, et je pense qu'il a été exposé surtout en 2023, 2024 et 2025. C'est la communauté d'un projet est importante. C'est bien sûr extrêmement faux. Je pense qu'on l'a tous plus ou moins remarqué. En fait, les gens font semblant sur les réseaux, mais au final, dès qu'il y a un pump, ils vont vendre et ça s'arrête là. Alors celui-là, il peut paraître un petit peu bateau, mais j'espère que plus personne n'y croit parce que ça fonctionne pas en fait. Je sais qu'il y a encore quelques personnes qui soutiennent ça à fond, notamment Mourad, un peu le godfather des memecoins. Il est à fond sur ça, mais franchement, je suis pas très convaincu. Peut-être que il y a un ou deux projets qui sont encore vrais, mais même le Dogecoin, qui est la première crypto, la première memecoin, le plus gros mouvement dans les memecoins, au final, il se passe pas grand-chose et la communauté, bah, quand ça pump pas, c'est plus là en fait. Voilà. Et donc, dernier mensonge, moi je me suis fait beaucoup avoir dans celui-là, c'est si la TradFi rejoint le marché, ça va être génial. Sauf que dans les faits, ça s'est pas du tout passé comme ça. Je pensais que TradFi voulait dire beaucoup d'argent injecté, et donc du coup des gros pumps, à nouveau des bulles spéculatives, et donc un terrain de jeu qui était super volatile et super intéressant. Au final, je me suis rendu compte, et je pense que tout le monde s'est rendu compte, que quand la TradFi vient, elle vient avec des infrastructures qui sont énormes, c'est-à-dire des moyens qui sont gigantesques. Et en fait, ils ont une vision sur le marché qui est bien plus sophistiquée, qui est bien plus avancée que la nôtre. Ils ont tellement plus d'informations qu'on se fait complètement avoir, en fait. On est des amateurs à côté d'eux. C'est là où les modèles de valorisation, ils interviennent. C'est là où on se rend compte qu'on navigue complètement à l'aveugle et que bah, c'est eux les professionnels. Ils ont des stratégies qui sont bien plus avancées que les nôtres. Je parle de delta neutral et des stratégies qui sont bien plus avancées que ça. Et au final, ils ont juste tué beaucoup de spéculations. Et j'ai un dernier bonus, je trouve que c'est le plus important de tous, c'est en tout cas celui qui m'a le plus servi. Et je pense que c'est celui qui vous servira le plus. Moi en tout cas, je peux plus vivre sans. Et c'est le mensonge de si je vends trop tôt, ça peut me faire mal, je peux regretter. On a toujours l'espoir de faire x1000 et en fait de toucher le gros lot, de toucher le jackpot. Sauf que je pense que c'est une erreur gigantesque. C'est un peu dans le même style de buy and hold, mais ça peut être dévastateur. Pour moi, le meilleur moyen de faire des profits en crypto, et c'est encore plus valable aujourd'hui, c'est de vendre à... Déjà, si tu fais plus 10%, c'est gigantesque sur ton portefeuille. Donc, évidemment, on all-in pas, mais on prend des profits partiels réguliers. En tout cas, on prend des profits sur ces positions régulièrement quand elles sont en profit. C'est le meilleur moyen de rester en profit à la fin de l'année. Et le mindset qu'il faut vraiment intégrer, c'est que demain, il y aura de nouvelles opportunités. Donc, prendre ses profits aujourd'hui, c'est s'assurer
d'avoir mis des gains de côté et s'assurer d'avoir de l'argent pour profiter des opportunités de demain. Et pour moi, c'est juste le meilleur mindset à adopter. Et il y a une citation qui, moi, m'a énormément impacté. C'est une citation de Bernard Baruch, qui est un grand homme d'affaires et un homme politique aussi, qui a conseillé plusieurs présidents. Je pense qu'il devait être de très bons conseils parce qu'il a dit: j'ai fait mon argent en vendant trop tôt. Je crois que George Soros a dit quelque chose de similaire, mais en fait, depuis que j'applique ce conseil, je fais beaucoup plus d'argent. Ça a été un peu comme une épiphanie, et du coup maintenant je suis totalement ok avec le fait de vendre trop tôt. Même si le token derrière il fait x1000, j'en ai rien à faire, je passe à l'opportunité suivante, je déconnecte le cerveau, et c'est tout, demain il y aura des nouvelles opportunités. Voilà, donc c'était le dernier mensonge. Tout ça, ça a été des épiphanies que j'ai eues après plusieurs années de réflexion, et ça me fait vraiment plaisir de vous les partager. Alors si ça vous a intéressé, si vous avez trouvé ça, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner. Je partage régulièrement mon avis sur les marchés. J'ai aussi une newsletter gratuite où je parle régulièrement d'opportunités DeFi, donc ces opportunités DeFi à plus de 1000% dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est des opportunités que je prends régulièrement quand elles sont là en tout cas. Sinon ça tourne plutôt autour, je pense que le minimum c'est 20% et ça tourne entre 50 et 100%. Je partage tout ça sur ma newsletter gratuite et je t'invite à t'y inscrire. À bientôt.